Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Petite chose, début décembre, il y aura une petite surprise pour les éditions Les Trois Nornes. Il y a un petit truc qui sera proposé de nouveau sur le site, donc je vous annoncerai ça début décembre. C'était juste, j'adore teaser, c'est ma passion dans la vie. Mais voilà, aujourd'hui je vous présente un update lecture. Aujourd'hui, je vous présente un update lecture riche en fantaisie. On est sur un truc très fantaisie là. Le premier livre, c'est une nouvelle qui s'appelle Bloodsong, la reine, je sais plus lire, la dame des corbeaux. Donc c'est un livre offert pour 2 milady poches achetées. Je l'ai acheté en bouquinerie d'occasion. Alors, ce livre se passe dans l'univers de Bloodsong, dont le premier tome a été un coup de cœur. Ici, en fait, c'est l'histoire de Derla, qui est une femme qui travaille en tant que prostituée, voilà. Et elle travaille avec une autre prostituée. Elles vivent dans un endroit qui ressemble un peu à un port, vous savez. Il y a vraiment tout un truc avec des commerces. C'est hyper glauque, voilà. On est dans un endroit très violent. Bloodsong, c'est violent comme histoire. Et donc elle fait sa vie jusqu'au jour où la fille avec qui elle travaille et dont elle est un peu amoureuse d'une certaine manière, elle l'adore, se fait assassiner et elle enquête sur qui a fait ça. Et c'est violent, et c'est super, ce personnage m'a vraiment emporté et ça creuse aussi l'univers notamment de Bloodsong. Je suis impatiente de savoir si ça va vraiment prendre place, si on va retrouver ce personnage parce que je l'ai beaucoup aimé et je pense qu'elle peut trouver son impact et je me souviens plus, alors vous savez je lis tellement de livres que j'ai quand même des trous de mémoire sur mes lectures au niveau des personnages. Je ne crois pas qu'elle apparaît dans les 2 premiers tomes de Bloodsong. Donc j'attends de voir un peu ce que ça va donner, mais ça a été vraiment un personnage, elle est hyper badass et vraiment ça a été une nouvelle. Alors c'est pas forcément le format que je lis le plus, même si j'en lis beaucoup plus maintenant en fait, je m'en rends compte, mais j'ai été plongée dedans du début jusqu'à la fin et vraiment c'est court mais ça a été très intense. En termes d'histoire, j'avais l'impression qu'il y avait quand même pas mal de choses qui se passent en 120 pages. Donc franchement, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à le découvrir, il est peut-être disponible, je sais pas où, je ne suis pas renseignée, mais peut-être qu'il est disponible en lecture gratuite ou quelque part, mais je trouve que c'était très sympa et ça m'a redonné envie de découvrir Bloodsong. Il faut absolument que je m'achète le tome 3 et que j'enchaîne avec la suite que Brajlon m'a envoyé il y a quelques mois et que j'ai toujours pas lu malheureusement, mais vraiment un univers que j'aime beaucoup et c'est une des meilleures sagas que j'ai lues, qui est sortie il y a moins de 10 ans on va dire. Je pense que Bloodsong c'est sorti dans les années 2010. Là, je pense pas que ça va être marqué parce que 2017. Donc voilà, c'est quand même hyper récent, mais j'aime beaucoup. Je finis la vidéo avec Brandon Sanderson. Vous savez très bien que je garde toujours les gros trucs à la fin. Et je vais vous parler d'un livre. Je ne sais pas comment vous en parler parce que j'adore cette saga. Mais ce tome-ci, je l'ai trouvé assez long et j'ai pas vraiment accroché. Et je suis hyper déçue pour ça. Il s'agit de Sharakai, donc de Bradley P. Beaulieu. J'en parle quand même assez souvent sur la chaîne. C'est une série de fantasy orientale que j'adore, j'ai adoré les 2 premiers tomes. Je ne sais absolument pas si c'était le mood du moment ou si effectivement le livre était long. Mais en fait, il y a énormément de personnages qui progressivement arrivent dans le récit et il y a des bouts d'intrigue de l'histoire qui m'intéressent vraiment pas. Donc Sharakai, c'est l'histoire d'une jeune femme qui combat dans les arènes et qui va avoir une tentative d'assassinat, il me semble, d'un des 12 rois de Sharakai. Donc ce sont des immortels qui gèrent un peu tout ce monde et elle va être plus ou moins liée à ce destin d'assassiner donc les rois. Et il y a tout un truc avec des sœurs, donc bref, j'adore vraiment l'univers. En fait, dans ce livre, tous les moments où il y a Seda, donc le personnage principal, cette sœur un peu guerrière, ou l'intrigue principale, tous ces moments-là, j'étais hyper dedans. J'étais à fond dedans, ça avance, on en apprend plus même sur son passé. Il y a tout un truc avec le fait de vouloir sauver les peuples un peu autochtones. Il y a vraiment une référence à ça aussi dans le récit. J'ai beaucoup aimé ça, il y a de la baston, ça avance. C'est un personnage qui est hyper attachant. Son copain avec des grands guillemets, j'aime beaucoup aussi son histoire, mais c'est vrai que l'autre histoire principale qui se situe dans un autre royaume avec une nana et son beau-frère qui ont perdu donc la sœur et la femme durant une guerre et donc qui essayent de se venger, et ben j'ai vraiment moins accroché là-dedans. Je trouve que ça piétinait, qu'on n'avançait pas et dans sa globalité je trouve qu'il y a eu pas mal de longueur dans celui-ci, donc voilà, je vais pas vous en parler plus parce que franchement en plus la suite n'est pas encore sortie, mais j'ai tellement envie de connaître la suite aussi, parce que là c'est un 3e tome, je crois qu'il y a 5 tomes dans la saga, donc je pense que c'est assez normal qu'il y ait
qu'il y ait des longueurs, mais j'espère qu'on va revenir un peu plus sur l'intrigue principale et un peu moins s'étaler sur les intrigues secondaires qui selon moi sont moins intéressantes. Là dans l'histoire je veux qu'on parle des rois de Sharakai, je veux qu'on avance sur ce point là, et en fait les petites dissensions, il n'y a un peu rien à faire, et surtout il y a des personnages, je sais même plus qui c'était, franchement j'étais en mode mais c'est qui lui déjà dans l'histoire, donc ça montre aussi que c'était pas forcément des personnages très intéressants de base, selon moi bien sûr. Ce n'est que mon avis, mais il faut dire qu'à partir des 150 dernières pages, c'était assez palpitant. J'ai trouvé vraiment le début assez long et après assez palpitant. Après, comme je vous dis, c'est mon avis subjectif et c'est surtout un avis, est-ce que j'étais dans un bon mood, hein, parce que je prends aussi souvent en raison, quand j'aime pas forcément un livre, que y a sûrement un mood aussi, hein, on n'est pas forcément tout le temps dedans, mais j'ai quand même hyper hâte de connaître la suite et savoir si c'est la série que j'aime moins ou est-ce que c'est ce tome-ci qui est un peu plus en dents de scie. Voilà. Mais à ce que j'ai vu, il devait sortir cette année, mais Brajlon, suite au Covid, et comme dans toutes les maisons d'édition, toutes les publications étaient décalées, notamment à l'année prochaine, et je pense qu'il va sortir l'année prochaine, enfin je l'espère. Mais je tiens à souligner aussi que c'est un très bel ouvrage, j'aime beaucoup les couvertures et tout, mais j'ai vraiment hâte de connaître l'histoire, et que tout ce qui est monde oriental, tout c'est toujours hyper bien amené. J'aime beaucoup tout cet univers de rois, de sœurs, il y a vraiment tout un truc qui est cool, mais je pense que là le truc c'est les longueurs et les intrigues secondaires qui m'ont pas intéressée. Ensuite je vous parle d'un livre que j'ai bien aimé, il y a juste 2-3 petits trucs qui m'ont gêné. Il s'agit de La Communauté des Esprits, donc chez Gallimard Jeunesse, qui est un livre magnifique. Gallimard me l'avait envoyé suite à ma vidéo en partenariat avec La Belle Sauvage. Donc c'est la suite, c'est le deuxième tome donc de la trilogie de la poussière. La Belle Sauvage, ça se passe avant À la croisée des mondes, quand Lyra est bébé, et celui-ci se passe quand Lyra a 20 ans. Petite information, il vous faut absolument avoir lu La Belle Sauvage avant de lire celui-ci, sinon vous allez rien comprendre. C'est quand même beaucoup de références à La Belle Sauvage. Et donc, puis à la croisée des mondes bien sûr, même si je pense que, je pense que tu pourrais peut-être lire, tu pourrais peut-être passer La croisée des mondes, peut-être. Alors, ici Lyra a 20 ans, donc ce n'est plus une enfant. Elle vit toujours dans cette espèce de sanctuaire, on va dire école, où elle suit des cours, donc dans cette Oxford alternative que j'adore, l'univers est toujours ouf. Et donc c'est une jeune femme qui a eu beaucoup d'aventures à la croisée des mondes, elle a vu beaucoup de choses, elle a perdu des gens, bref, elle a une vie qui est assez lourde pour une jeune femme de son âge, et Lyra est dans une position assez compliquée. Dans son monde, il y a des nouvelles publications, notamment autour de la recherche, autour de la poussière, autour de ce monde un peu magique. Et surtout, ce sont des livres que moi j'appelle ça du relativisme. En clair, c'est du rationalisme. Ils rationalisent tout, comme quoi il n'y a pas de religion, il n'y a pas de magie, et donc il n'y a pas de daimon. Les daimons sont une projection de l'esprit. Les daimons dans l'histoire, vous savez, c'est ces petits animaux qui accompagnent, c'est un espèce de bout d'âme, on va dire, des humains. Tous les humains ont un daimon, et donc il est changeant jusqu'à l'âge adulte. Donc c'est une Marthe, je crois, le daimon de Lyra, et donc son daimon vit extrêmement mal le fait qu'elle soit d'accord avec ses propos, et qu'elle boive ses propos comme ça. Il le vit très mal, et en plus la petite Marthe va découvrir un assassinat. Il va essayer de motiver Lyra pour en savoir un peu plus. Je vais pas vous dire plus de choses parce qu'après ça va être un peu du spoil, mais c'est vrai que je trouve que ce roman est super bien dans le sens qu'on a une Lyra adulte qui est confrontée à des problèmes d'adulte, notamment des problèmes d'argent. Tout est remis en cause en fait dans sa vie actuellement. Il y a tout ce côté au niveau de la réflexion au propos de la religion. C'est vrai que Philippe Pullman, ça parle beaucoup de religion, et à la croisée des mondes, il y avait quand même une critique de la sphère religieuse et de la religion à outrance. Et là, on est dans un objectif où j'ai l'impression, moi, en tant que lecteur, d'avoir une critique et du relativisme et du rationalisme à outrance, quoi. On a vraiment ce côté où on rejette toute croyance. Je trouve ça bien parce que ça nuance. Donc, et en même temps, c'est hyper désarçonnant parce que c'est pas du tout ce qu'on avait eu dans les tomes d'avant. Mais pour ma part, je trouve ça intéressant. Après, voir où ça va mener dans le tome 3, hein, parce que j'attends de voir la conclusion et la morale, on va dire, de l'histoire à la fin. Ce que je suis hyper contente, c'est qu'on retrouve des personnages 20 ans après de La Belle Sauvage, donc c'est touchant, et en plus on sait pas vraiment que c'est eux au début, donc t'es en mode oh, c'est eux, donc et voilà, il y a plein de références, il y a toute une enquête qui est hyper sympa, l'histoire en soi est super sympa, surtout les 3/4, la fin, il y a tout un voyage où j'étais en mode ok, bon, j'ai préféré l'histoire du début pour tout vous dire, mais la fin promet quand même énormément de choses, surtout la fin, ça coupe.
Et le truc qui m'a gêné le plus, c'est je pense l'histoire d'amour. Oui, c'est pas la même tenue, mon rush a coupé, donc on va refilmer simplement ce qui manquait. Alors, simplement ce qui m'a gêné dans ce récit, c'est la relation amoureuse. Je m'y attendais pas du tout. C'est pas gênant en soi parce que c'est pas condamnable par la loi, mais c'est vrai que c'est surprenant et ça m'a mis un petit peu mal à l'aise parce que je pensais pas du tout qu'on serait avec ces deux personnages là dans ce type de relation. Mine de rien, j'ai du mal à me faire à l'idée que Lyra a 20 ans, j'ai toujours l'image de la petite fille qu'elle est, et en fait avec ce truc je suis un peu en mode ça me gêne un peu. Voilà, donc pour la relation amoureuse je suis pas forcément pour, c'est simplement ça qui m'a gêné dans le récit on va dire, sinon le reste était très bien, mais j'attends bien sûr le tome 3 pour en savoir un peu plus parce que pour l'instant je vois pas trop où on va. Ensuite, enfin, je vous présente Brandon Sanderson, La Voix des Rois, le tome 1, donc les archives de Rochard. C'est une très bonne introduction, je suis assez conquise par ma lecture, même si j'ai un petit truc qui me gêne. C'est une histoire qui est découpée en 3 points, c'est-à-dire premièrement on suit Kaladin qui est un mec qui a fait la guerre et par un concours de circonstances va être mis en esclavage et qui va devoir se dépatouiller dans ça. On suit Dalinar qui est le chef d'un groupe armé et qui va tomber sur le fameux livre de la Voix des Rois, et on tombe sur mon personnage préféré pour l'instant de l'intrigue, c'est une jeune femme qui s'appelle Shallan, et Shallan est dans une situation un peu compliquée au niveau de la politique on va dire. Elle est noble mais son père a plein d'ennemis et en clair elle doit trouver l'aide d'une femme plus puissante et obtenir son savoir, et en même temps voilà, elle est un peu filoute, donc on a ces 3 points de vue qui vont se mélanger, on sent déjà qu'il y a des choses qui se rapprochent, et pour l'instant ça me plaît beaucoup, mais en soi je lui juge la moitié d'un livre, c'est très introductif. C'est le truc qu'on peut dire, c'est vraiment une très grosse introduction de l'univers, on pose les bases. Le prologue, au début j'étais en mode ok, il y a énormément d'informations, le point fort de ce récit, c'est toujours le même chez Sanderson, c'est la construction de l'univers et l'utilisation de la magie. Ici on parle de pierres précieuses, et c'est vrai qu'au début j'étais en mode d'accord, ok, c'est ça. Donc en plus c'était avec des pierres, donc j'étais fait d'accord, c'est pas des métaux comme Fils des Brumes, mais c'est des pierres précieuses, donc c'est hyper original et hyper bien fait. Dans tout, c'est vraiment brillant, moi je suis toujours époustouflée par cette construction d'univers. Par rapport à Fils des Brumes, j'aime beaucoup plus les personnages. Alors déjà, c'est un point positif, parce que c'est vrai que Fils des Brumes, j'ai eu un peu de problème avec les personnages principaux. Ici, ils me plaisent plus, je les trouve plus nuancés et moins casse-pieds, et plutôt passionnants. J'adore le personnage féminin de cette histoire, qui est extrêmement curieuse et débrouillarde, et en même temps un peu filoute, un peu serpentard sur les bords à certains points, et j'ai beaucoup aimé ça. J'adore Kaladin qui est vraiment le mec qui se retrouve dans un endroit horrible et qui essaye de s'en sortir. Le seul truc que j'ai un petit peu à reprocher à ce récit, et c'est ma lecture à moi, c'est l'histoire qui a l'air principale, donc cette Voix des Rois avec ce chef d'armée, que c'est le personnage que j'aime le moins et c'est l'intrigue auquel j'ai le moins accroché. Et j'ai l'impression que c'est l'intrigue principale, c'est malheureusement ça, mais j'attends de voir la suite, parce que là je trouve que cette intrigue-là elle est très introductive, c'est beaucoup de complots où on explique énormément l'univers, donc je pense que c'est lié à ça. Les deux autres, je trouve qu'on avance beaucoup plus et que c'est beaucoup plus palpitant, donc je pense que c'est ça. Sanderson, c'est un malin défaut que j'ai pris, mais je m'attends énormément d'action en fait, parce que c'est un mec qui se débrouille énormément bien dans l'action, et tous ces récits je trouve qu'ils sont vraiment dans l'action, et dès qu'on n'est pas dans l'action chez Sanderson, je suis toujours un petit peu désappointée. Alors chez d'autres auteurs ça me dérange pas du tout, au contraire j'aime ça. Je pense que ça dépend vraiment de sa plume ou je sais pas, mais c'est ce que j'aime chez lui. Donc pour ma part je trouve ça déjà extrêmement prometteur pour la suite. Rien que l'univers, tu vois que c'est le premier jalon est imposant au niveau de la construction de l'univers. Il y a un monde qui est quand même large, on suit des personnages, notamment 2 qui sont assez éloignés en fait en termes de géographie, donc voilà, on voit que ça se construit, on voit il y a plein de personnages, c'est hyper touffu. C'est un livre qui fait déjà presque 1000 pages en poche, la première partie, donc t'imagines la bricasse. J'ai hâte de savoir la suite, il faut que je me l'achète. L'intrigue a l'air d'être très importante et très... C'est pas qu'un seul royaume, même si Fils des Brumes ça s'étend à d'autres royaumes. Après, là j'ai l'impression que c'est vraiment plus global, il y a beaucoup plus d'enjeux politiques et ça a l'air d'être un peu plus complexe. C'est juste un livre qui est peut-être pas forcément accessible si vous avez jamais lu de fantasy avant. Je pense que vous allez avoir du mal en soi à commencer par les archives de Rochard, parce que c'est comme si tu prenais un gros truc et que tu le mettais là et qu'il fallait le digérer.
C'est assez compliqué pour moi, et j'en parlerai bientôt dans une vidéo, je pense, consacrée à ça, de vous faire des chroniques quand on parle du style ou quand on parle de la difficulté de lecture, quand on parle même du sang ou de la violence, parce que moi j'aime quand c'est violent. Ma vision de la violence en littérature, elle est quand même assez élevée, j'aime bien quand ça découpe, et je sais que ça plaît pas à tout le monde, je sais que des gens sont désarçonnés, notamment au niveau du style littéraire. Je dis que c'est accessible et je me rends compte parfois que ça l'est pas forcément. Mais voilà, dans ma tête, j'ai du mal à faire la part des choses, parce que quand t'as fait des études de lettres et que t'as lu des classiques, tout te paraît un peu plus simple après, donc c'est assez compliqué. Mais Sanderson, je pense que c'est la marche du dessus à Fils des Brumes en termes de complexité de l'histoire, en termes d'importance même de l'intrigue, j'ai l'impression. Bref, pour ma part, je suis très convaincue. Il y a juste l'histoire principale, j'espère que ça va un peu plus me motiver, ce Calidar, oui c'est ça, non, Dalinar, je mélange Caladin et Dalinar. Ce Dalinar, j'ai envie d'accrocher un peu plus à ce personnage. Donc on verra, le travail éditorial, je vais encore vous en parler, mais pour moi c'est pas bon du tout. Cette couverture, t'as l'impression qu'elle est pas imprimée en HD. Le début là c'est vachement sympa parce qu'on dirait vraiment à l'américaine, j'aime beaucoup, mais ça donne pas envie, donc c'est malheureux, je pense que ça porte préjudice aussi à l'auteur. Voilà, Sanderson c'est un pilier majeur de la fantasy actuellement, il est considéré comme un des meilleurs auteurs de sa génération, donc je vous laisse vous faire un avis dessus. Je sais qu'il y a des gens qui sont extrêmement fans, la communauté est quand même très très fan de Sanderson, hein. On est proche d'une communauté du Seigneur des Anneaux, hein, où c'est carré quoi, donc voilà. Et en même temps il y a des gens qui aiment pas, voilà. Par principe parce qu'ils aiment pas, il y a des gens qui aiment pas par principe, maintenant c'est très à la mode, mais qui aiment pas l'univers, tout. Si vous avez lu Fils des Brumes et que vous avez pas forcément aimé, je pense que peut-être les Archives de Rochard pourraient plus vous convaincre, parce que je trouve que c'est meilleur. Même en termes de style, c'est bizarre, mais même en termes de comment est organisée l'histoire, ça me plaît plus. Voilà. Donc, je vous le conseille. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu ces livres, si vous avez lu Sanderson par exemple, et si vous avez lu les Archives de Rochard par rapport à Fils des Brumes. Je pense que ça peut être intéressant même pour les gens qui s'intéressent à Sanderson, et sur ce je vous souhaite une très bonne lecture et de très bonnes journées.